ce que tu disais dans les cahiers, dans l'entretien qu'il y avait eu en 69, tu disais que tu étais l'un des rares cinéastes qui était issu d'une famille moyenne, alors qu'en général les cinéastes font partie de la bourgeoisie, et tu étais l'un des rares cinéastes à ne pas en faire partie. Pourquoi je suis l'un des rares? Parce qu'il y a effectivement une élimination sur le plan de l'économie, c'est-à-dire que bon, quand on travaille à un champ ou quand on travaille en usine, on a rarement l'occasion d'aller au cinéma, et même si on a l'occasion d'aller au cinéma, rien ne vous permet de penser que vous pouvez accéder à la réalisation d'un film. Ou si vos parents vivent dans ce milieu, généralement, on n'en sort pas tout de suite. Hein. J'avais fait une statistique un jour que les enfants d'ouvriers et de paysans représentaient environ 2% de l'ensemble des cinéastes français, ou un peu moins. Oui, ça va être dans cette zone-là. J'ai ça dans une malle, mais peut-être que ça a un tout petit peu augmenté depuis, mais c'est à peu près ça, quoi. Qui c'est qu'il y avait dans ces 2%? C'était les gens qui étaient arrivés qui étaient des cinéastes intéressants, ou c'était des gens qui faisaient des choses sans aucun intérêt? Je crois que c'était des cinéastes intéressants. Il faudrait que je regarde l'article. Il me semble qu'il y avait les Prévert, Ouais. enfin Pierre tout au moins, puisqu'il est réalisateur et pas Jacques. Donc, effectivement, c'est assez rare. Si tu te mets dans ces 2%, comment ça a influé sur ton travail? Ça a influé inconsciemment, parce que j'ai pas senti de différence. Je suis moi, donc c'est à quelqu'un de l'extérieur de répondre. Cela dit, ça procure pas mal d'avantages, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre et de travailler en fonction d'une certaine économie. Bon, alors, je peux faire des films beaucoup plus facilement, par exemple, qu'un cinéaste bourgeois, issu d'un milieu bourgeois comme Jean-François Adam, par exemple, ou d'autres, parce que, bon, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre ou pour faire des films. Hein. Alors, ça présente certains avantages. En même temps, bon, je sais calculer, si un autre fait le même film pour 60 millions, moi je peux le faire pour 10, quoi. Il y a quelque chose qui va de soi. Le principe, c'est de se tenir à ce qui vous semble aller de soi. Par exemple, j'essaie d'éviter les chichis dans mes films. Le cinéma, l'ensemble du cinéma est beaucoup fondé sur le chichi, c'est-à-dire un ensemble d'éléments décoratifs et d'expressions qui n'apportent absolument rien à l'expression du sujet ou à la valeur du film. Notamment depuis la presque généralisation de la couleur, il y a des effets de couleur qui sont assez standards et qu'on retrouve dans beaucoup de films où un certain embourgeoisement des situations ou des actions, une certaine richesse extérieure qui est absolument sans intérêt. Alors j'essaie d'éviter ça. J'ai toujours été influencé par un cinéaste, qui se situe d'ailleurs dans un milieu semi-bourgeois, sinon bourgeois, puisqu'il s'agit de Hawks, qui exprimait directement ce qu'il voulait exprimer, sans s'occuper d'une certaine joliesse de présentation. Il allait directement au fait. Tu as commencé comme critique, au cahier, et en définitive, assez rapidement, tu as pu faire des films. Quand je dis assez rapidement, c'est en définitive, c'est peut-être faux, parce que tu as commencé à faire des courts-métrages au début des années 60, et il a fallu que tu attendes presque 10 ans avant de faire Brigitte et Brigitte. En 65, oui. 65, et tu as commencé à écrire en 56. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout cet itinéraire critique, à part de l'argent? L'itinéraire critique, disons d'abord que le travail critique, le travail comme critique et le travail comme réalisateur sont des exercices extrêmement voisins. C'est simplement comme critique, il s'agit de critiquer les films des autres, et comme réalisateur, il s'agit de critiquer les films de soi. C'est la seule différence.
J'ai toujours résumé le fait de faire un bon film. Bon, il suffit de répondre 1 million de fois oui ou non et de jamais se tromper, quoi. Donc c'est un exercice de critique. Évidemment, je crois que personne n'a réussi à ne jamais se tromper sur 1 million de fois, mais il faut se tromper le moins possible. Il y a vraiment continuation, à la limite. Je peux presque arriver à ne plus savoir si je fais de la critique ou si je fais de la réalisation. Dans des films comme Terre Noire ou Jeunesse d'un repas, qui sont des documentaires, c'est encore plus évident. Parce que le montage a une grande importance et le montage est un travail critique encore plus net que le fait de tourner un film. Enfin, dans la réalisation elle-même, lorsque le tournage apporte plus que le montage, il y a un tas d'éléments improvisés qu'on ne suscite pas toujours ou qu'on ne contrôle pas toujours. Donc la notion d'intervention critique peut être moindre. Parce qu'il y a des choses qui arrivent comme ça subites et on est obligé de les prendre parce qu'elles sont assez fortes. Tandis que dans un film où le montage intervient, effectivement, c'est la critique qui revient au premier plan, avec comme corollaire l'importance du commentaire comparé à l'importance de l'écriture dans la critique, qui constitue la totalité. Ta période critique, dont je parle surtout dans les années 50, au début des années 60, dont tu participais au cahier, quelles étaient tes relations avec de Godard à Truffaut, en passant par Romer, Rivette Le début, ça a été peut-être assez difficile, il y a eu des heures, mais bon, pendant une bonne période des cahiers qui devait se situer entre 58 et 63, ou sinon peut-être même 68, j'étais un peu considéré comme le chouchou des cahiers, alors bon, ça allait bien, quoi, avec tout ce que ça inclut comme nuance. Chouchou des cahiers, ça voulait dire Ça voulait dire que bon, qu'on était bien content dans la mesure où je donnais le plus de texte possible, quoi. Toutes les revues que je connais, il y a toujours des problèmes de place. Alors les gens qui donnent trop de texte, ce serait plutôt des gens qui seraient plutôt mal vus. Non, mais il ne s'agissait pas de donner forcément des textes très longs, mais d'écrire sur le plus de sujets possible. En général, d'ailleurs, quand je devais faire un texte, je donnais par avance à peu près la longueur qu'allait avoir le texte. Il y avait des rapports personnels avec tous ces gens-là. Ils ont été variés. J'ai eu des rapports d'opposition avec Bazin, que j'estimais beaucoup en tant que personne, mais sur les avis desquels je devais faire certaines réserves. On a eu des rapports assez tendus, je dois dire. Mais c'est pas le chouchou de Bazin. Pourquoi tu dis que Terre Noire et Jeunesse d'un repas, tu appelles ça des documentaires? Bien sûr, au premier abord, on peut casser ça dans un documentaire, mais il y a des éléments de fiction dans les deux films. Par exemple, dans Terre Noire, quand il y a un plan assez court où on montre un cantonnier en train de travailler en expliquant que, regardez, ce pauvre cantonnier qui souffre, on s'aperçoit que c'est toi le cantonnier. Il y a de la fiction qui fait retour à ce moment-là, et dans Jeunesse d'un repas aussi. Oui, bah, dans Terre Noire, ce caractère de fiction est limité. D'abord parce que tu sais ça, mais la plupart des gens ne le savent pas. En plus, maintenant, ça passerait rigoureusement inaperçu parce que j'ai une barbe et j'ai pas de barbe dans Terre Noire, donc les gens s'en apercevraient encore moins. Bon, d'autre part, c'est aussi l'expression d'un côté documentaire parce que, bon, bah, il s'en est peut-être fallu de peu que je reste dans un milieu paysan, tu vois, et que je sois cantonnier, hein. Alors donc, disons que c'est une option de moi-même qui ne s'est pas concrétisée, mais qui aurait pu se concrétiser. Ce que tu dis est juste, mais alors si on pousse plus loin ton raisonnement, c'est que tout film est un film documentaire. Oui, c'est surtout une différence de degré, mais bon, bah, le genre, effectivement, c'est le documentaire. En fait, le documentaire et la fiction se situent souvent sur le même plan parce qu'on se pose des problèmes absolument identiques. Moi, j'ai pas l'impression d'une rupture quand je pense à la documentaire et à la fiction.
Et je suis pour pratiquer un mélange des deux qui permette aux spectateurs de réfléchir. Le mélange de fiction et de documentaire, on va vers une expression totale et en même temps vers une plus grande réflexion du spectateur qui puisse sans cesse accuser le côté, enfin mettre en question le côté documentaire du documentaire ou le côté fiction du film de fiction, quoi. Qui soit toujours en éveil. On essaie de faire révéler une preuve de sa propre puissance, si on veut, en se donnant le luxe de pouvoir faire passer quelque chose qui est purement fictionnel dans un film documentaire et vice-versa, quoi. Peut-être que cette preuve n'est pas administrée, mais... Dans l'anatomie d'un rapport, on peut voir ça à la limite comme un film documentaire. Oui, oui. D'ailleurs, bon, j'en reviens, je cite souvent la phrase de Lubitsch qui disait que pour apprendre à filmer des acteurs, c'est de filmer des montagnes. Moi, comme je suis pas sûr de savoir bien filmer des acteurs, je continue à filmer des montagnes. En général, les cinéastes cherchent à faire les films les meilleurs possibles. Donc, pour faire les films les meilleurs possibles, une solution rationnelle qui n'est pas la solution unique, c'est de faire une représentation du monde. Et qui dit le monde dit l'univers terrestre. Et c'est intéressant de prendre comme sujet l'univers terrestre. Je pense que un certain nombre de grands films qu'on aime, on les aime des fois pour leur caractère cosmique. Alors, bon, il est tout simple, si on veut donner un caractère cosmique à son film, de filmer l'univers. Surtout quand on n'a pas de... Enfin, à moins qu'on ait un génie exceptionnel, c'est plus simple, je pense, en filmant en essayant de filmer l'univers tout entier, plutôt qu'en prenant 4 mètres carrés d'une pièce. Ce qui est aussi une solution pour arriver à ça. Mais la solution que j'ai choisie est, disons, une solution la solution de quelqu'un qui est simple, quoi, et qui n'est pas surdoué. J'aurais pu prendre un seul aliment, donc il n'y aurait pas eu de comparaison possible, mais l'idée est venue de mon premier film qui s'appelait Un steak trop cuit, où les personnages mangent successivement, je crois que c'est de la salade, un beefsteak, comme l'indique le titre, des saucisses, des pâtes, non, c'est des tomates. Et puis à la fin, bon, il y a une banane d'ailleurs dans le champ, mais je ne sais pas si la banane est effectivement mangée. Bon, eh bien, ce film-là, il n'est pas sorti. Alors, je me suis dit que pour le faire sortir, je pourrais faire un long métrage qui continue celui-ci. J'avais fait la même opération pour sortir Terre Noire avec Brigitte et Brigitte, Terre Noire n'ayant pas trouvé de possibilité de distribution en France tout seul. Bon, alors c'est parti notamment de cette idée. J'avais au départ 5 ou 6 aliments et je me suis dit bah ça serait bien de chercher les origines du repas. Donc il y avait plusieurs éléments au départ, hein. Et par la suite j'ai changé d'avis parce que il m'aurait été assez difficile de faire cette reconstitution 15 ans après parce que l'épicier chez lequel j'avais acheté les éléments du repas avait disparu. Il faisait place à une maison d'assurance ou quelque chose comme ça. Et puis 5 ou 6 places, c'était beaucoup, hein, à étudier. Alors j'ai pensé que 3, c'était un maximum. Donc au départ, il y a toujours eu, pour cette raison anecdotique, plusieurs aliments. À partir du moment où il y a plusieurs aliments, je crois qu'il est intéressant de prendre des aliments qui ont une histoire un peu diverse. Parce que sinon, s'il faut répéter des circuits économiques très semblables, ça va être assez chiant. Donc j'ai essayé de diversifier au maximum les origines des aliments en choisissant ces aliments très précis qui figurent dans le film. Voilà en gros comment ça s'est passé. En plus, on s'aperçoit que dans l'origine des aliments qui sont mangés ici, qu'il y en a de plusieurs origines, et que par exemple, mettre uniquement des aliments qui viennent de France, eh bien, ça serait mentir par rapport à la réalité.
Il y avait trois origines, les aliments qui viennent de France, les aliments qui viennent du tiers-monde français, hein, et ceux qui viennent du tiers-monde étranger. L'ensemble des aliments qui figurent, je sais pas, dans le panier de la ménagère, il y en a un certain nombre qui viennent du tiers-monde, et ça aurait été mentir que de ne pas en mettre. En même temps, l'aliment était là surtout parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. Et si j'avais voulu faire un film absolument sur l'économie, j'aurais pris aussi d'autres éléments, par exemple les vêtements ou l'industrie. Et effectivement, il y a encore plus de produits qui viennent du tiers-monde. Donc, dans la mesure où l'aliment, en fait, est simplement un moyen de communication plus net avec le public, j'avais intérêt à forcer à faire revenir l'ensemble des origines de tous les éléments qui sont consommés. Effectivement, l'aliment est un peu plus occidentalisé que les autres objets consommés pour une bonne raison, c'est que l'aliment se mange frais. Et par exemple, il y a très peu de plats principaux, suivant l'optique culinaire française, il y a très peu de plats principaux qui viennent du tiers-monde, à l'exception par exemple de la viande en boîte d'Argentine. Donc j'ai peut-être mis un tout petit peu plus d'origine tiers-mondiste qu'il n'y en a dans les consommations d'aliments, mais ce pourcentage me semble refléter assez bien les origines totales des éléments consommés en France. Ce parallèle est très révélateur, c'est-à-dire que tu arrives à certaines, peut-être pas des conclusions, mais à certaines remarques, c'est qu'un ouvrier français semblerait beaucoup mieux loti qu'un ouvrier équatorien, parce qu'il a un frigo, il a une télévision, enfin bon, un certain confort à l'occidental. Et justement, toi, tu défais ce mythe pour nous dire qu'en définitive, les apparences peuvent être trompeuses et qu'il n'y a pas de très grande différence entre les deux, et que même souvent, par exemple le français, en perdant 2 heures de son temps dans le métro chaque jour, avec toutes ces nuisances, peut être à la traîne par rapport aux prolétaires du tiers-monde. Oui, en fait, la situation est complexe, et il y a à la fois des avantages considérables du travailleur français, et une certaine égalité, et parfois des désavantages du français par rapport aux gens du tiers-monde. Alors les avantages du français, ils se situent de façon très évidente au niveau du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Occidentaux, c'est prouvé, est beaucoup plus considérable que celui de la moyenne des gens du tiers-monde, et il y a une relation de cause à effet. Il y a aussi des avantages considérables qui ne se traduisent pas en termes de pouvoir d'achat, mais en termes de pouvoir de vie. Par exemple, le fait que la moyenne de vie du français soit d'environ 70 ans à peu près, et celle du sud-américain de l'ordre de 50 ans, c'est quelque chose qui compte. Et il ne faut pas incriminer le climat, là, dire que c'est forcément comme ça à cause du climat, parce qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Le climat équatorien est un climat assez agréable. D'abord, c'est un pays beaucoup plus varié que la Suisse ou que la France, puisque on a à la fois une montagne où il ne fait pas spécialement chaud, des terres un peu... on vit facilement de 4000 mètres à 0 mètre d'altitude, avec en plus les différences, des différences très importantes pour les pays qui sont... enfin pour les régions qui sont basses, puisqu'il y a une zone côtière équatorienne évidemment, mais avec un courant adoucissant qui fait que les températures sont pas énormes. J'ai tourné à un endroit où il fait toute l'année 20, 21, 24 degrés, quoi. Et puis il y a l'Amazonie qui est un climat un peu plus chaud, donc il n'y a pas de raison pour que le climat explique cette différence de longueur de vie.
D'ailleurs, l'Équateur est, dans certains endroits, le champion avec l'Arménie, le champion de la longévité. On vit facilement 120 ou 130 ans. Et malgré cette prolongation possible de la vie qui n'existe presque nulle part ailleurs, eh bien, il n'empêche que la durée moyenne de vie de l'équatorien est nettement inférieure à celle du français. Donc on peut dire que c'est là un désavantage pour des raisons d'exploitation économique et qui fait qu'il n'y a pas de budget pour soigner les gens. Hein. Lorsque j'étais à Machala, j'ai eu des conversations avec une infirmière qui me disait, bon, enfin, pour une maladie bénigne, il y a encore eu 100 enfants qui sont morts dans un petit village qui faisait peut-être 1000 ou 1500 habitants. Ils sont morts d'un seul coup parce que, bon, bah, il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'hélicoptère pour aller les chercher, parce que c'est un endroit assez éloigné. Enfin, il suffirait d'un hélicoptère ou d'une route. Hein. Donc, il y a besoin de fonds. Et il n'y a pas d'hôpitaux qui sont convenables pour les mettre. Question aussi d'exploitation économique. Bon, alors il y a des désavantages évidents. Hein. Et puis on s'aperçoit par exemple que les gens du tiers-monde savent mieux vivre que le français. Les avantages en argent, notamment dont dispose le français, il s'en sert pas tellement, il se retourne contre lui. Par exemple, l'usage de la voiture automobile particulière, qui peut être intéressant dans certains cas, par exemple lorsqu'on habite un hameau éloigné. Bon, cet usage est quelque chose que l'on peut conseiller, mais dans les villes, ça se retourne souvent contre les habitants parce que ça compresse le budget de façon incroyable au détriment de choses plus importantes, et ça a aussi comme conséquence de diminuer leur santé parce qu'ils font plus d'exercice et parfois aussi il y a des accidents corporels qui compromettent leur vie. Hein. D'autre part, le fait d'avoir plus d'argent leur permet de se nourrir plus et on arrive à une surnutrition qui est prouvée et qui se retourne aussi contre les gens parce qu'elle raccourcit leur durée de vie. Ils vivent en moyenne plus que l'équatorien, mais l'excès d'argent fait qu'ils vivent moins que ce qu'ils pourraient vivre, même le français. Et en même temps, ils sont agglutinés dans un processus de consommation systématique sans qu'il y ait de raison véritable à cette consommation, qui font qu'ils ne profitent pas vraiment de leur vie comme profitent peut-être avec le creux à l'estomac, mais comme profitent certaines personnes dans le tiers-monde, quoi. Ils laissent passer leur vie, enfin, il y a une sorte de rythme infernal dans lequel ils se laissent entraîner. La plupart des gens, ont leur vie planifiée et à 25 ans, les gens commencent déjà à penser à leur retraite, quoi. Et souvent, la vie n'est faite qu'en pensant à la retraite, quoi. Et ils laissent passer le temps de vivre. Tandis que celui qui chôme, effectivement, a plus le temps de voir et d'apprécier les choses. En même temps, il y a aussi ce qui est un parallèle, puisque l'exploitation est surtout pratiquée par les gens du Nord à l'égard de ceux du Sud. Il y a aussi l'influence du climat, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans le Sud savent mieux vivre, ont une psychologie souvent différente des gens du Nord, quoi, qui leur permet de mieux s'exprimer, de laisser apparaître leur joie. Il y a notamment la vie par la musique qui existe beaucoup dans ces pays-là, notamment dans les pays africains et aussi dans les pays sud-américains. Et il y a aussi une façon de s'exprimer par la parole qui est très importante. Quand je pense à
la qualité des interviews qu'on peut avoir dans ces pays-là est incomparablement supérieure à la qualité des interviews qu'on peut avoir en France. Parce que les gens s'expriment carrément sans avoir peur. C'est quelque chose de naturel. En fait, il faut dire qu'il y a une supériorité intellectuelle de l'habitant du tiers-monde par rapport à l'habitant de la France, hein, qui est évidente. Dans le tiers-monde, il y a une pratique artistique et culturelle, je dois dire, ne serait-ce que par la musique, le fait de chanter, le fait de danser, qui n'existe plus dans la France actuelle. Ça existait encore il y a peut-être 50 ou 100 ans. Effectivement, il y avait une activité musicale dans les campagnes et peut-être même dans les villes, mais qui est en très forte régression à la suite de la concurrence du spectacle de professionnels qu'on impose de plus en plus à travers la télévision, le cinéma et d'autres médias. Toi, tu es cinéaste, est-ce que tu ne concours pas à ce processus? Oui, je pourrais y concourir. Remarque, c'est pas encore le cas parce que j'investis pas les écrans de manière exclusive, je crois. Bon, j'ai toujours été pour qu'il y ait le plus d'expression possible. Je crois que l'idéal, par exemple, pour le cinéma français, c'est qu'il y ait, disons, 54 millions de films par an, autant que d'habitants. C'est pas toujours possible parce que, bon, il y a des gens qui sont pas en position physique de les réaliser. Je pense notamment à ceux qui sont un peu jeunes et à ceux qui sont un peu vieux. Mais il y a les autres. Je sais bien qu'il y aurait du déchet sur les 30 millions de films restants. Mais enfin, on va dire qu'en proportion, ça serait une augmentation colossale de qualité. S'il y avait 30 ou même 10 millions de films par an au lieu de 1500 ou 2000. Et il y a aussi une perte parce que les films d'amateurs sont presque standardisés, comme la production commerciale. La production commerciale, on la dirige sur certains genres. Mais la production d'amateurs, pour la grande majorité, il y a des pratiques, enfin il y a des coutumes qui veulent que ça soit orienté vers l'album de famille. Bon, alors il y a certaines personnes qui en sortent, mais pour l'essentiel, c'est ça, quoi. C'est la fixation des proches sans la simple reproduction de quelques attitudes et qui n'est même pas organisée. Je veux dire, ça pourrait être très intéressant si c'était l'album de famille organisé, comme l'a par exemple fait Eustache dans Numéro 0 et dans une certaine mesure Compin dans Le discours du maître. Sur la question du statut du cinéaste, tu poses clairement la question déjà dans l'anatomie d'un rapport et surtout, à mon avis, dans Jeunesse de repas, c'est-à-dire à la fin du film, tu poses certaines questions à propos de ton ingérence dans le quotidien des habitants du tiers-monde. Je trouve que c'est très important de se montrer comme ça dans un film, parce que c'est en général, c'est jamais montré. Il y avait un chapitre qui était prévu sur la pellicule, mais les plans qui ont été faits sur moi-même n'étaient pas prévus, simplement c'est un besoin qui s'est manifesté. Où il y a peut-être certaines idées au départ, il faudrait que je regarde le scénario original, mais peut-être que c'était pas mis dedans. Au bout de 6-7 semaines, de la façon dont ça s'organisait, j'ai ressenti ce besoin et donc j'ai filmé certains plans. C'était aussi en fonction de nos propres expériences, parce que le tournage de ce film n'a pas été sans heurts au niveau de l'équipe. Par exemple, un jour où on est allé filmer le repas à la limite des clôtures du port, où les gens mangent par les clôtures du grillage. Effectivement, bon, il y a eu un certain malaise. Il y a un opérateur qui n'a pas fait tomber sa caméra, mais il l'a posée, puis il ne pouvait plus tourner. Bon, comme il y avait deux opérateurs qui se relayaient, le deuxième a repris la caméra. Mais effectivement, bon, il y avait un problème pour le premier, il se demandait qu'est-ce que je fous là, etc. En même temps, les gens n'osaient pas tellement manger, enfin, peut-être même qu'on leur retardait leur repas parce qu'on filmait, quoi.
Et puis, comme je parlais pas tellement espagnol, j'avais pas envie d'expliquer à tout le monde pourquoi je faisais ça. En même temps, c'était quelque chose d'assez long à expliquer. Alors bon, on a fait ça un peu en intrus, hein. Donc il y avait effectivement des problèmes qui se posaient pas tous les jours, mais souvent. Lorsque j'ai demandé à mes opérateurs d'aller filmer des gens qui dormaient par terre ou des mendiants, disons que c'était un peu la bagarre. Ils me disaient, bah, vas-y toi. Bon, bah, j'avais peur de faire des gaffes avec la caméra sur le plan technique, donc j'y allais pas. Mais je me dis, je vais avec toi, mais effectivement, il y a un problème là. Et puis, de toute façon, là je retrouvais une ligne euh, qui date de quelques années avec le travail de Godard ou le travail de l'équipe cinétique qui vont tout à fait dans ce sens-là, quoi. Et puis, rien que la dernière séquence les 10 dernières minutes d'Anatomie d'un rapport sont également dans cet esprit. Il y a des effets de contrepoint. Il y a une personne interviewée, un patron qui dit quelque chose, ou même un travailleur, et puis il y a les images de la réalité que j'ai filmées, et qui disent exactement le contraire. C'est des fois un effet un peu facile, mais qui n'est pas, répété à travers tout le film. Enfin, il y a des fois où disons qu'il y a une impulsion qui vous pousse à faire ça, parce que bon, c'est trop beau pour ne pas le faire, quoi. Mais c'est pas la seule forme de rapport de l'image et du son qu'on trouve. C'est bien parce que ça fait travailler les gens. Il faut que souvent lorsque on voit l'image et le son, il y a une coïncidence, et puis à un moment ça s'écarte, alors il faut qu'ils puissent saisir eux-mêmes le moment où ça s'écarte. Il y a des moments où c'est très gros, quoi. Mais il y a des moments où il y a une sorte de glissement, et c'est eux-mêmes en quelque sorte qui découvrent le glissement, hein. C'est leur participation. Cela dit, il y a aussi, c'est pas la seule rapport entre l'image et le son qu'il y a dans le film, il y a beaucoup de pléonasme. J'aime bien le pléonasme, enfin qui est une sorte de confirmation. Des fois, le son dit exactement la même chose que l'image ou complète. Le principe, c'est de ne pas faire un commentaire spécifiquement à l'usage d'un certain public français actuel, mais de prendre un point de vue, enfin, qui est plus celui d'un essayiste du 18e, qui essaie d'être à l'écart, qui regarde ça d'un œil qui pourrait être, par rapport au monde de maintenant, celui de quelqu'un qui vivait il y a 500 ans ou qui vivra dans 500 ans. Encore que je puisse difficilement imaginer dans quelle position sera cette personne, mais enfin, il y a très peu d'éléments où il y a des sous-entendus en fonction de ce que savent les gens, la majorité des gens aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a il y a des choses qui peuvent sembler un peu naïves ou qui vont de soi, ou qu'un enfant de 5 ans connaît déjà. Il ne se situe pas tellement comme écrit par quelqu'un qui communique avec certaines personnes d'aujourd'hui. Je veux dire que c'est pas par exemple un article de l'Observateur où tous les articles sont écrits en fonction des observateurs précédents et de la pensée du moment, avec des termes, avec les termes particuliers du moment. Et puis en même temps, ça permet de mieux faire sortir les absurdités de la vie d'aujourd'hui, quoi. Quand on exprime n'importe quoi avec une certaine distance et qu'on met tous sur le même plan. Mais il y a une autre forme de subversion au niveau du commentaire. Dans l'anatomie d'un rapport, dans la séquence du travelling, on te voit en vélo, oui. Et tu parles de tes problèmes sexuels à ce moment-là, ce qui dans le cinéma, on ne le fait pas sur des images de quelqu'un qui est en train de faire du vélo. Tu vois, tout de suite, il y a déjà cette rupture qui se fait avec un principe du cinéma. Oui, mais là c'est une erreur thématique parce que, par exemple, chez Reich,
Il y a toujours eu une étude comparée du déroulé de la sexualité. Bon, chez Arakawa également. Je pense qu'il faudrait demander aussi à Souter et à Tanner, oui mais ça apparaît pas tellement à travers leurs films, mais disons que ça doit exister implicitement dans leur œuvre. Donc c'est un manque thématique, hein. C'est pas un contrepoint original, c'est deux choses qui vont de pair. On le trouve déjà plus facilement dans la littérature et peut-être dans le cinéma, à travers non pas le vélo mais le cheval, lié le cheval à la sexualité. Et qu'est-ce que le vélo sinon un cheval de fer? Quant à cette forme de distance, c'est pas moi qui l'ai inauguré, il y a que vers la sourdesse. Il y a un élément qui est à peu près identique, disons que c'est le ton, la démarche, la situation à l'extérieur du monde qui décrit, quoi. La façon de tout mettre sur le même plan. Il y a une différence, c'est que le commentaire de Las Urdes est implicitement, sans que ce soit jamais défini, il est très orienté dans sa signification, puisque en fait, il ressort clairement du film que tout ce qui va mal dans la région de Las Urdes est dû à la religion. Bon, tandis que mon film, que ce soit un défaut, une qualité, il reflète des motivations extrêmement contradictoires, des principes économiques et des sens contradictoires. Le fait que les gens du tiers-monde sont exploités par le système capitaliste et ont moins de moyens que les gens ici, mais qu'en même temps, ils profitent mieux de la vie. C'est le contraire entre un cinéma militant qui vise juste à la réalisation d'une action sans montrer les aspects complexes de la réalité, comme par exemple celui de Vautier, quoi, qui est un cinéma anti-analytique et un cinéma militant qui cherche à analyser les faits. Le cinéma de Vautier qui n'est pas un cinéma analytique est dangereux parce que le spectateur peut se dire bon je peux aussi bien ça apparaît comme un film à thèse où le réalisateur met tout de son côté et on peut parfaitement imaginer un cinéma correspondant dans l'autre sens, hein. Il ne prend pas les arguments de l'adversaire et il cherche à résoudre tout souvent par des effets lyriques. Je pense au cinéma de Vautier où on fait de l'analyse sociale en termes de musique. Le triomphe de la volonté peut aussi avoir pas mal de gens, hein. Donc c'est très dangereux si on ne fait pas appel à la réflexion des gens. Il y a une réaction presque unanimement favorable à Jeunesse d'Arpa, ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs. Après, en général, les films qui ont un accueil unanimement favorable au début s'écroulent par la suite. Bon, enfin, je ne veux pas anticiper. Mais les réactions contraires, c'était des réactions d'extrême droite et certaines personnes appartenant au Parti communiste français. L'attitude du Parti communiste, c'est de dire il y a les bons et les méchants, il y a les gens qui ont les moyens de production qui prennent la plus-value des travailleurs. Qu'ils soient de France, du Sénégal ou d'Afrique du Sud, c'est pas un problème d'opposition nord-sud, ça c'est un faux problème, c'est un problème général d'exploiteurs exploités. C'est exact qu'il y a ce problème-là, mais qui me paraît un peu dangereux si on s'arrête là, parce qu'on retombe un peu dans une mythologie humaniste que j'ai entendue. Et il faut quand même préciser un petit peu les choses, et il y a certaines apparences extérieures entre le tiers-monde et des pays comme la France et l'Allemagne qui indiquent bien qu'il ne faut pas s'arrêter à ce stade du discours. Et que actuellement, les modes d'exploitation se situent en escalier, quoi. Tout le monde se situe à chaque marche d'un escalier qui fait 10 ou 20 ou 50 marches.
et qu'il n'y a pas en bas les exploités, puis ensuite un mur et ensuite les exploiteurs. Bon, mais pour simplifier, enfin j'aime pas beaucoup cette simplification, j'avais dit au cours d'un débat, et je crois à travers le film, qu'en fait il y avait trois catégories essentielles de gens dans le monde. Il y a des exploités, des exploiteurs et des exploités exploiteurs. Alors, les exploités exploiteurs, c'est-à-dire nous, l'ensemble des Français, qui sommes exploités par le grand patronat et qui en même temps exploitons le tiers-monde en profitant de ces produits qu'on achète à bas prix, et on profite ainsi de la plus-value réalisée par le travail des gens du tiers-monde. C'est peut-être pas évident dans un produit comme le thon qui est analysé en cours de film, mais c'est évident pour la banane qu'on paie en moyenne 4,50 francs le kilo ici, alors que la tomate qui a des prix très variables de 2 francs à 16 francs coûte en moyenne 6 francs. Et c'est une tomate d'origine proche, il n'y a pas de raison qu'on ne paie pas la banane au moins aussi cher que la tomate alors qu'elle vient de bien plus loin. Et ça, c'est un exemple typique de la plus-value que nous réalisons, que nous soyons cadres moyens ou prolétaires ou gros patrons. C'est une plus-value qu'on réalise par rapport aux travailleurs du tiers-monde. Et ça, c'est une notion qui me semble importante. Ça ne veut pas dire que il faut cesser la lutte contre le gros patronat, mais c'est que notre lutte doit être double, à la fois lutte contre le gros patronat et lutte pour empêcher cette forme d'exploitation dont nous bénéficions. Bon, bah, c'est un discours qui n'est pas tellement dominant actuellement en France et qui me semble intéressant de faire progresser et simplifier. Et ça va pas sans heure, notamment essentiellement au niveau du Parti communiste français, qui a une attitude, à mon avis, assez opportuniste, c'est-à-dire, bon, bah, le principal problème aujourd'hui, opportuniste et égoïste, je dois dire. Pour le Parti communiste, le principal problème, c'est augmentation du niveau de vie et du pouvoir d'achat du travailleur français. Bon. Il est évident qu'il faut égaliser le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Français de telle façon qu'ils soient plus ou moins, je dirais pas le même pour tous, mais enfin que le parti lui-même propose un rapport maximum de salaire de 1 à 5 qui me paraît effectivement un minimum souhaitable. J'irai même plus loin. Là n'est pas la totalité ni même le principal du problème, parce qu'on oublie le tiers-monde, et c'est très dangereux de faire croire aux gens qu'il y aura une augmentation du pouvoir d'achat et du pouvoir et des gains en salaire, parce que même si on prend au gros patronat ce qu'ils veulent aux Français, on ne va pas arriver à des augmentations massives, et il faut y arriver, mais je veux dire, ça sera pas un progrès colossal, parce que on s'aperçoit qu'en France, il y a peut-être une classe privilégiée, encore que j'aime pas beaucoup les oppositions massives comme ça. Il y a une classe privilégiée qui représente, je sais pas, un centième ou un 200e de la population française, et qui, même si en gros il touche 100 fois plus que la moyenne, ça fait un pourcentage de plus-value qui est modéré par rapport à la masse de la population française. Donc on peut admettre une augmentation de 10 ou de 20%, mais c'est tout. Bon, mais ce qu'on oublie d'autre part, c'est que notre vie est fondée essentiellement sur l'énorme plus-value qu'on retire du tiers-monde, et que le jour où il y a un régime communiste, il y a deux solutions. Ou bien ce régime communiste est un régime communiste égoïste et qui résout uniquement les rapports interfrançais, auquel cas il se pose comme continuateur absolu du capitalisme, ce qui provoquera des frictions encore plus grandes avec le tiers-monde et des menaces considérables.
ou bien alors, petit à petit, il devient un régime communiste international, c'est-à-dire qu'il applique une doctrine communiste dans ses échanges avec le tiers-monde, et à ce compte-là, il sera amené à supprimer l'exploitation du tiers-monde, donc à faire disparaître la plus-value qu'on a actuellement. Et alors là, on assistera obligatoirement à une baisse du pouvoir d'achat en France qui sera assez importante. Alors je crois qu'il est bien de mettre carte sur table tout de suite pour éviter les déconvenues et les contre-révolutions qu'il pourrait y avoir en cas d'un régime socialiste, et de bien dire que un régime socialiste, bon, il apportera beaucoup de choses très bonnes, mais qu'il ne faut pas croire qu'il amènera une augmentation considérable du pouvoir d'achat. Il apportera plutôt une diminution. Et que, en fait, moi je suis tout à fait pour cette diminution, parce que l'excès de pouvoir d'achat ne mène à rien, et diminue plutôt notre qualité de vie. Parce qu'il nous force à manger trop, à consommer des choses qui ne servent à rien et qui nous desservent. Et la meilleure preuve de ça, c'est dans les régimes socialistes actuels, le pouvoir d'achat moyen est nettement inférieur au pouvoir d'achat dans les pays capitalistes. Personne ne nie aujourd'hui. L'avantage des pays socialistes, c'est qu'il n'y a pas ces extrêmes qu'on trouve en France ou surtout aux États-Unis, où il y a des classes extrêmement riches et des classes extrêmement pauvres. Encore qu'elles existent dans les pays socialistes un petit peu, je pense que c'est un niveau très atténué par rapport aux pays capitalistes. Alors donc, il est intéressant de tenir un discours qui ne soit pas un discours démagogique comme celui du Parti communiste, qui, par exemple, il y a quelques années, disait encore, parmi nos buts, il y a de faire accéder chaque famille française à la possession d'un véhicule automobile. Je crois bien que le but d'un régime communiste véritable est au contraire de ne pas faire accéder à la possession d'un véhicule automobile pour la plupart des gens, mais à développer les transports en commun, avec les réserves que ça comporte, parce qu'effectivement, si les gens habitent dans des lieux perdus, ou si c'est des familles nombreuses, ou s'ils veulent partir en vacances en famille, bon, une auto, ça sert. Tous tes films ont été produits avec des petits budgets. Bah, petit, ça dépend par rapport à quoi. Par rapport à la moyenne, même à la moyenne des films qu'on appelle d'art et d'essai. Il y a, disons qu'il y a, je sais pas, 1 million et quelques de caméras en France, donc il y a au moins peut-être 1 million de films. L'immense majorité des films coûtent moins cher, que ce soit les films albums de famille dont je parle, ou bien les films expérimentaux que tu connais, je crois, coûtent moins cher que Genèse d'Arpa. Hein. Alors, disons que c'est un film très cher par rapport à l'immense moyenne des films, mais c'est un film qui n'est pas cher par rapport à une toute petite minorité de films qui sont les produits dits commerciaux. Là je parlais depuis ton premier film jusqu'à maintenant, ça a quand même toujours été des budgets assez réduits par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, enfin réduit, donc c'est l'argent dont il y avait besoin pour faire ce film, quoi. J'ai pas eu de limitation aucune. Si j'avais voulu dépenser 3 millions de plus, il n'y avait aucun problème. Donc il n'y avait pas de... C'est simplement le sujet qui nécessitait cet argent-là, quoi. Mais tu penses faire des films plus chers. Dans l'entretien des cahiers, tu parlais d'un projet avec 1,3 milliard. J'avais un projet que j'avais écrit pour Bourvil, et qui devait être un film assez cher. Et puis, je crois que c'était en 68, Bourvil a refusé parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas l'impact comique de La Grande Vadrouille. Là j'étais pas d'accord avec lui, enfin, je pense qu'il avait même plus d'impact comique que La Grande Vadrouille. Et que, à son avis, ça allait pas marcher et que ça allait ruiner sa carrière. Et le film n'a pas pu se faire, ça avait été écrit pour lui. Bon, il y avait une conception du personnage qui était légèrement différente
du profil traditionnel, mais enfin qui prenait peut-être les 2 tiers de sa silhouette physique et morale, sa silhouette d'acteur, hein, et du personnage qui tenait d'habitude, mais il y avait une partie qui était un peu différente et il voulait pas de cette partie-là, donc ça n'a pas pu se faire. Bon, et puis là, pour changer, j'essaie aussi de faire un film qui coûte très cher. Ce qui ne m'empêchera pas, c'est, si je le tourne, de revenir ensuite à un film qui coûtera 10 ou 12 millions. Bon, je crois on peut faire pas mal de films pas chers suivant les caractéristiques, suivant la définition contemporaine du film dit pas cher. Hein. Mais ça m'amuse de faire au moins peut-être une fois ou deux dans ma vie des super productions, si j'y arrive. Alors bon, j'ai pas recommencé depuis parce que bon bah je suis un peu paresseux et ça me fait chier d'écrire un scénario, de passer beaucoup de temps pour un produit qui se fera pas. Et si j'écris quelque chose en n'étant pas sûr qu'il se fasse, disons que ma motivation disparaît un petit peu. Alors cette motivation de faire un film avec le risque qu'il se fasse pas, bon, elle n'existe pas tout le temps. Là, elle existe actuellement. Bon, bah, il vaut mieux être réaliste, quoi. Bon, on verra bien si je le monte ou si je le monte pas, ce film. C'est avec des vedettes? Bah, oui, effectivement, bon, comme ça doit coûter une certaine somme d'argent, les vedettes sont nécessaires. La vedette, disons que c'est la concession la plus... la moindre qu'on puisse faire au système. Et en fait, c'est pas une concession, c'est une concession extérieure comme ça, mais bon, je suis d'accord avec, hein, et ça me portera même des avantages, je pense. Les Roubines, elles apparaissent dans Terre Noire, dans Brigitte et Brigitte, plus ou moins directement, dans Les Contrebandières, dans Une aventure de Billy le Kid. Et bon, c'est un des éléments du paysage de montagne. Il y a à la fois deux éléments dans la Roubine, c'est la montagne et le désert. C'est aussi un élément d'espace théâtral sans problème. Je veux dire que la Roubine est une scène de théâtre dans la mesure où c'est un paysage assez malléable et où on peut jeter des acteurs comme ça et faire un peu ce qu'on veut. C'est le théâtre sans problème d'éclairage, où on respire bien, où il y a une bonne quantité d'oxygène, où c'est agréable de travailler, etc. Bon, et puis c'est un théâtre avec des pleins et des déliés. Mon actrice qui avait travaillé pas mal en Roubine avec moi me disait la Roubine c'est un paysage sexuel avec ses creux, ses pleins. Bon, c'est quelque chose qui... C'est quelle héroïne? De celle d'une aventure de Billy le Kid et d'Anatomie d'un rapport. Je veux dire qu'elle a été si influencée par la Roubine que automatiquement, après, 2 ans après, elle est retournée sur les lieux du tournage de Billy le Kid pour faire en équipe enfin, un film collectif qui se situait également en Roubine et qui est un film qui représente une date assez importante dans l'histoire du cinéma par les possibilités qu'il apporte, qui s'appelle Octopus Denatura. C'est un élément où tout peut surgir et qui me semble extrêmement important au cinéma. Ils sont simplement dans les Alpes du Sud. Oui, oui, mais on trouve également des roubines en Espagne. J'ai un projet qui se situerait dans des roubines d'Espagne. Et puis il se raccorde aussi avec d'autres paysages semblables qu'on trouve par exemple dans Forti-di-Cani en Toscane. Et aussi avec les paysages des films de Jodorowsky. Je pense que Frodo et Lys, c'est pas exactement de la roubine, mais ça s'y rattache pas mal. Et la prolongation, c'est le désert qu'on retrouve par exemple dans El Topo. C'est un lieu dont on peut tout faire, qui a donc sa signification sexuelle, qui est à la fois un élément de décor et puis un microcosme. Voilà ce que c'est principalement. Et puis je l'ai utilisé de cette façon-là dans Les Contrebandières à certains moments, c'est un paysage dont on ne sait pas l'échelle.
Et c'est très bien pour établir des rapports de distanciation. On ne sait jamais si c'est l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Il y a un tas de jeux qui correspondent aux notions de distanciation qu'on retrouve dans mes films, quoi. On peut trouver des gens très grands dans ce qu'on croit être quelque chose d'extrêmement vaste. On a des surprises de ce genre. Cela dit, bon, c'est pas le seul paysage qui m'intéresse. Là, je parle plus de l'aspect désert et théâtre de la Roubine. Il y a aussi l'aspect montagne. Et moi, le cinéma, pour moi, c'est en partie un art de la surprise. J'identifie le cinéma à la rupture de pente, à la surprise qu'on a lorsqu'on marche sur une pente et qu'on en retrouve une autre. Donc la notion de montagne, pour moi, est aussi une notion qui est essentielle à l'art du cinéma. Maintenant, j'ai trouvé une autre forme, un autre lieu qui permet une expression intéressante et que je voudrais étudier sur mon prochain film. C'est ce qu'on appelle en Italie la sega, ou ce qu'on appelle le sangle en français, qui est la vire ou la corniche horizontale à travers un milieu totalement vertical. Cela dit, tous mes films ne sont pas fondés sur ces images. Dans Anatomie d'un rapport, par exemple, il y a la nostalgie de la montagne et de la roubine. C'est un film sans roubine, entre quatre murs. Et il y a une sorte de frustration suite à l'absence de montagne et de roubine. D'ailleurs, il y a des questions souvent dans le texte. Donc, et souvent d'ailleurs, en vivant à Paris, comme ça, dans mes rêves, je rêvais d'une roubine géante qui s'étendait au-dessus de Boissy-Saint-Léger et de Villecresnes. Je pense d'ailleurs qu'elle a dû finir par engloutir totalement la maison où vivait Jacques Robert à Villecresnes, et qui s'élevait jusqu'à 4000 mètres d'altitude ou 5000 mètres d'altitude. Et ça, pendant plusieurs années, j'ai rêvé de ça, ou de roubines voisines comme ça qui s'élevaient, pas forcément près de Boissy-Saint-Léger, mais dans d'autres endroits. Donc il y a cette nostalgie. De même, dans Genèse d'un repas, il y a un aspect autocritique vis-à-vis de la situation que j'exerce en tant que représentant du monde capitaliste par rapport au tiers-monde. Et effectivement, mon milieu prédominant, donc, c'est la montagne. Et je ressentais une certaine culpabilité du fait d'être, enfin de vivre et de me trouver dans cette situation par rapport au tiers-monde. Et c'est pourquoi j'ai choisi de tourner dans des lieux qui se situaient au bord de la mer. Donc il y avait une sorte de punition vis-à-vis de moi-même qui se reflétait dans ce choix de lieu où il n'y avait pas de montagne. Et c'était aussi pour des raisons objectives, parce que les produits qui sont exportés sont des produits qui sont généralement faits au bord de la mer, parce que c'est la mer qui facilite les échanges. Je veux dire que bon, il y avait ce caractère autopunitif, que nous, gens des montagnes, ce dont on a peur, c'est de l'eau, quoi. On accède bien à l'eau, mais en toute petite quantité, et la mer, c'est le mal, c'est le danger, c'est l'inconnu, alors que la terre, c'est quelque chose à laquelle on s'agrippe, le rocher, c'est quelque chose de plus. La mer, c'est la peur. D'ailleurs, je ne suis pas âgé. Et je veux dire que dans certains moments du tournage de Genèse d'Arpas, où j'étais obligé de tourner en mer, j'étais pas dans mon assiette.